Savez-vous pourquoi il y a plusieurs travailleurs de la santé qui sont tannés de se faire appeler anges gardiens? On n'est pas des anges descendus du ciel qui peuvent voler, qui peuvent faire des miracles. On ne peut pas faire des miracles, on est des humains. Parce qu'à mesure que l'espoir renaît d'un retour à la vie normale, on est peut-être collectivement en train d'oublier ceux, et surtout celles, qui nous ont permis de la traverser, cette crise. J'adore mon travail, mais j'ai pas demandé de le faire dans une pandémie mondiale pendant 1 an. Qui prend soin des gens qui ont tant pris soin de nous? J'étais en train de m'épuiser à me chercher de l'aide. Le gouvernement, le ministère, les CIUS, il faut qu'ils réalisent le tsunami de problèmes de santé mentale qui s'en vient. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. « 9 janvier, 20 h. On est au plus fort de la deuxième vague. Mais les plus difficiles, ça va être les 3-4 prochains mois. À ce jour, le coronavirus a contaminé près de 220 000 Québécois. Plus de 8 700 en sont morts. Pour diminuer la pression sur le système de santé, on décrète un 2e confinement. Et on impose une mesure historique, extrême, un couvre-feu. On va avoir un couvre-feu au Québec de 8 h le soir à 5 h le matin. Le Québec fond au noir. Les mesures ont un impact négatif sur la santé mentale. Derrière les portes closes, la détresse gagne du terrain. Et là, l'éclosion fait qu'on doit encore à nouveau fermer la porte aux gens. C'est vraiment encore la même image là, de devoir protéger l'intérieur puis de fermer les portes d'un bunker en sachant qu'il y a des gens à l'extérieur à qui on répond pas et qui sont pas plus en sécurité. Comme une vague un peu soudaine où est-ce que je me sentais complètement là, paralysée. Pour moi, c'était comme fallait vraiment que je fasse de quoi, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'imminent qui allait m'arriver, mais que je savais pas d'où ça venait. Elles arrivent dans un état qui est beaucoup plus critique. Beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'impulsivité, beaucoup plus de sévérité. Les intervenants ont dû faire face à 2 tentatives de suicide, ne serait-ce qu'en l'espace des 5 derniers jours. Tu sais, c'est des images qui vont jamais te sortir de la tête, de gens qui se battent pour respirer, genre. C'est ça que j'aimerais que le monde comprenne mieux. Il n'y avait rien de normal dans ce qu'on a vécu. Pendant des mois, la détresse des Québécois va monter en flèche. Plus que jamais, le manque de ressources en santé mentale va faire très mal. Il est 11 h. Les gens étaient positifs dans la rue parce qu'il n'y avait pas de service adapté. C'est pas la faute à personne, mais... Émilie Fortier est plongée dans une course contre la montre pour s'ajuster à une mesure inédite. Le gouvernement Legault est sur le point d'annoncer un couvre-feu qui placera des centaines de personnes en situation d'itinérance dans l'illégalité. Cette organisation Place du Puy va fermer un jour. Et ces 400 personnes-là, ils vont aller où? Elle a moins de 24 heures pour mettre en place un plan d'urgence au pavillon pour hommes de la mission Old Brewery, où elle est directrice des services. Pour la 2e fois en 1 an, elle doit annuler le service de repas qui nourrissait jusqu'à 800 personnes chaque jour avant la pandémie. Une halte chaleur, d'habitude ouverte toute la nuit durant l'hiver, doit fermer ses portes à 19 h. En plus, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie, la moitié des 284 lits du refuge doivent rester vides. Il y a un groupe de la population, les plus marginalisés, les consommateurs, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, vraiment la population de rue qui fréquentait plus les haltes chaleur ou qui sont dans un autre mode de vie complètement, eux, il y a certains services qui répondent à leurs besoins, mais pour eux, il manque de la place. Et là, avec le couvre-feu, il n'y a rien qui va s'améliorer nécessairement, là. C'est ici, à la place Émilie-Gamelin, que ceux qui n'ont nulle part où aller se retrouvent à la tombée de la nuit. En quelques mois, ils ont survécu au démantèlement de leur campement, à l'incendie de leur hébergement d'urgence le jour de Noël, en plus de voir l'un des leurs mourir de froid dans une toilette chimique tout près d'un refuge fermé.
C'est sans compter une augmentation des surdoses après qu'on ait limité les places et les heures d'ouverture des centres d'injection supervisés. En fait, c'est qu'on brise notre lien. C'est notre seul moyen de pouvoir aider ces personnes-là, c'est de maintenir un lien. D'un coup que nous, on est fermés, on n'a plus de lien avec eux. Et c'est des gens que l'État peut dépérir rapidement aussi. Notre objectif, c'est que tout le monde ait un réseau de sécurité, un filet de sécurité autour d'eux. Et là, on interrompt le filet de sécurité. Donc, cette personne-là se ramasse dans la rue, désorganisée. Et là, ça demande des interventions policières, ambulancières, ce qui n'est pas mieux. Salut, ça va? 31 places. Éteindre des feux, prendre des décisions difficiles à la dernière minute, avec des ressources de plus en plus limitées. C'est moi, je vais aller faire les suivis pendant que tu es là. C'est devenu le quotidien d'Émilie Fortier et de centaines d'intervenants communautaires qui tentent tant bien que mal d'aider leurs clients en crise, malgré les mesures sanitaires en place. Merci. Après 1 an dans l'urgence, ils sont à bout de souffle. Je pense pas que les gens puissent réaliser à quel point on exige autant au milieu communautaire qu'à la santé publique, qu'à un gouvernement, qu'à des policiers, tous ceux qui sont impliqués dans l'urgence. Appréciation d'album à remettre au plus tard le 8 janvier. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves un album? Des décisions difficiles, Émilie Fortier a aussi dû en faire à la maison. En première vague, débordée au travail, elle a envoyé son fils Adam vivre chez ses parents et l'a à peine vu pendant près de 2 mois. Est-ce que c'est commencé? Oui. Au niveau du rôle de mère, bien, c'est sûr que aussi en étant veuve, ça fait que mon réseau de sécurité, les personnes sur qui je peux compter, c'est mes parents. J'ai mon gars d'un côté, puis de l'autre côté, il y a une crise qui met en danger la vie de personnes. Et mon gars, je peux le mettre en sécurité avec mes parents. Mais c'est des dilemmes constants sur elle est où la limite de Émilie versus la limite de la directrice et son rôle. C'est quoi l'impact sur mon fils, ma famille. La vie personnelle, on la laisse de côté. Je suis sollicitée au travail des 12-16 heures par jour. Je peux pas gérer une routine d'un enfant de 9 ans. Adam, dis à grand-maman qu'après le souper... Il le comprend bien, je crois. J'espère qu'il va me pardonner un jour, qu'il va pas traîner ça toute sa vie, là. Mais on n'a pas le choix, je pense. Ça m'est arrivé de dire j'ai pas demandé ce rôle-là. J'ai pas demandé d'être... J'adore mon travail, mais j'ai pas demandé de le faire dans une pandémie mondiale. Donc, et pendant 1 an. Mais éventuellement, si l'éclosion n'est pas contenue, tout le monde va faire comme en première vague puis arrêter toutes les admissions, ce qui va pas permettre. Il vient un temps où tu te dis, pourquoi moi, là? Pourquoi là, je dois prendre cette décision-là? Après ça, tu la prends, on l'assume puis on organise. Et là, on passe à autre chose. Bonjour, monsieur. On n'a pas très longtemps pour se remettre en question, en fait. Là. On prend la décision puis il faut passer à autre chose parce que sinon, ça va être... Bien, il y a un rythme, là. Il faut répondre. Très bien. Je pense que vous pouvez être bien là-bas. Un rythme effréné qu'on retrouve dans certaines données liées à la santé mentale au Canada et au Québec que nous avons compilées. Centre de prévention du suicide de Québec, bonjour. Depuis le début de la pandémie, le nombre d'appels reçus par les services téléphoniques de soutien psychologique a grimpé en flèche. Les demandes d'aide au service de prévention du suicide du Canada ont plus que doublé. Les interventions policières liées à des situations non criminelles, incluant les surdoses, les conflits familiaux et les tentatives de suicide, ont augmenté de 9 % comparé à l'année précédente. Les interventions liées à des problèmes de santé mentale ont bondi de 13 %. Entre mars et septembre 2020, les demandes de remboursement pour des antidépresseurs au pays ont augmenté de 3 % comparé à la même période en 2019. Au Québec, c'est 25 000 personnes de plus que l'an dernier qui se sont fait prescrire des antidépresseurs. La hausse la plus significative est chez les aînés de 65 ans et plus. On rapporte 8 % plus de prescriptions que l'année précédente.
Malgré une plus grande détresse, la peur du virus a tenu les Québécois à l'écart des hôpitaux. Les visites aux urgences pour problèmes psychologiques ont baissé, tout comme les visites dans les urgences d'hôpitaux psychiatriques. Ces chiffres ne reflètent toutefois qu'une partie de la réalité de cette pandémie. C'est la pointe de l'iceberg de la hausse beaucoup plus importante qu'on observe à travers nos enquêtes populationnelles au niveau de la santé psychologique. Depuis un an, la chercheuse Mélissa Généreux documente l'état de santé mentale de plus de 10 000 Québécois. En février dernier, 1 personne sur 4 rapportait des symptômes d'anxiété ou de dépression. À Montréal, c'était 1 personne sur 3. 6 % des répondants rapportaient avoir des idées suicidaires, 2 fois plus qu'avant la pandémie. Pourtant, une minorité a demandé de l'aide. C'est seulement 35 % d'entre eux qui nous disent avoir consulté pour cette raison-là, alors que clairement, selon les symptômes qu'ils rapportent, ils auraient dû, ou en tout cas, ça aurait été bénéfique, ça aurait été très pertinent qu'ils consultent. Et même pour ce qui est des idées suicidaires sérieuses, les gens qui disent « oui, j'ai songé sérieusement à me suicider dans la dernière année », mais c'est seulement la moitié d'entre eux qui disent être allés chercher un soutien psychologique au cours de la dernière année. Bon, ben c'est parfait, je vais te souhaiter une belle soirée. Ceux qui ont appelé à l'aide se sont beaucoup tournés vers les organismes communautaires en santé mentale plutôt que vers le réseau public. Comment ces organismes chroniquement sous-financés ont-ils géré cette nouvelle vague de détresse? Après la pause, on vous fait découvrir la réalité de ceux qui sont à l'autre bout du fil quand on appelle à l'aide. On est conscient, je veux dire, que nos intervenants en font tous un peu plus. Pour mesurer l'impact de la pandémie sur la santé mentale des Québécois, on a analysé beaucoup de données des appels à la ligne 811, la ligne infosociale. Vous allez voir que ce qui se passait à la télévision avait un impact immédiat sur les demandes d'aide et sur ceux qui sont là pour les écouter. Puis pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre soin de toi? On va te booker une évaluation, tu vas venir rencontrer quelqu'un ici. C'est souvent dans des organismes comme celui-ci, au centre-ville de Montréal, que sont référées les personnes en crise. Vous avez un rendez-vous à 10h30? Oui. 24 heures sur 24, le transit répond aux appels de détresse et sert de refuge d'urgence. Ces personnes-là, elles attendent au dernier moment pour nous appeler. Donc elles arrivent dans un état qui est beaucoup plus critique. Beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'impulsivité, beaucoup plus de sévérité. J'ai une nouvelle cliente, en fait, à qui j'ai booké une évaluation demain. Les demandes d'aide ont bondi au transit, particulièrement depuis l'annonce d'un 2e confinement. Près d'1 appel sur 5 provient de personnes qui n'avaient jamais eu recours au service auparavant. On peut pas te garantir une place pour la semaine prochaine, c'est vraiment au jour le jour. Malgré les risques de contamination, le centre continue d'ouvrir ses portes aux clients, souvent pour leur éviter d'atterrir à l'urgence. Elle veut pas surcharger son réseau. OK. Elle a quel âge? Elle est jeune, elle est née en 2001. Okay. Au bout du fil, des gens anxieux ou dépressifs, souvent âgés de 18 à 30 ans. Beaucoup souffrent de troubles du sommeil, d'autres consomment plus d'alcool ou de drogue. Dans d'autres cas, plus graves, on note une hausse de la violence domestique et des idées suicidaires. Est-ce qu'elle est en sécurité présentement? Pas d'idées suicidaires? Ben oui, elle en a, mais elle n'a pas de plan. On a vu appeler plus fréquemment les étudiants notamment, les personnes immigrantes. Je vous dirais qu'on a vu aussi beaucoup de personnes en situation de détresse périnatale. Il n'y a pas que la peur du virus, l'isolement et les mesures sanitaires sévères qui inquiètent. Pour plusieurs, ce qui est le plus stressant, ce sont les messages du gouvernement. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai voulu porter le masque, pas parce qu'on en a besoin ici, mais parce que vous allez le voir, on veut faire une suggestion. C'est sûr que nous, au niveau de l'intervention, on a dû aussi s'ajuster par rapport à ça. On a dû relayer le langage aussi du gouvernement, parce qu'on est un service public, pour pouvoir justement solidariser les personnes aux consignes qui ont été partagées par le gouvernement. Dans chaque scénario, il y a des inconvénients, entre autres sur la santé mentale. Quand on suit des nouvelles, surtout quand on les suit en rafale, on les intègre en fait. Et cette
cette espèce d'accumulation de mauvaises nouvelles a un impact vraiment sur la santé mentale. Donc oui, il y a vraiment un lien de cause à effet. On va avoir un couvre-feu au Québec. Les 2 journées de rassemblement vont être annulées. Pour tenter de mesurer l'impact de ces annonces, nous nous sommes penchés sur les appels reçus au service de consultation téléphonique InfoSocial, le 811. S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK? Sans faute. Pense à toi. La ligne d'écoute est l'une des ressources les plus souvent mentionnées dans les messages du gouvernement portant sur la santé mentale. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. La semaine du 15 mars 2020, juste après l'annonce de l'état d'urgence sanitaire, la fermeture des écoles et des garderies, la ligne InfoSocial est inondée d'appels. On passe de 400 à 450 infirmières juste pour répondre au 811, puis demain, on en ajoute 150. Les appels reçus passent de 7 000 par semaine à plus de 11 500. Les appels continuent de grimper la semaine suivante. Tous les centres d'achat vont devoir fermer, aussi toutes les salles des restaurants. La ligne reçoit plus de 13 000 appels, mais les temps d'attente pour parler à quelqu'un sont 2 fois plus longs qu'à l'habitude. Près du tiers des gens raccrochent avant d'y arriver. C'est à Montréal qu'on observe les augmentations les plus dramatiques. Les appels ont presque triplé au tout début du confinement. Dans les mois suivants, les volumes d'appels restent bien au-dessus de la moyenne, malgré des baisses à l'été et à la période des fêtes. La tendance est encore vraie au début janvier. Les appels bondissent de 42 % la semaine de l'annonce du 2e confinement. C'est très, très révélateur dans notre étude à savoir que c'est pas juste l'isolement ou la part du virus qui vient conditionner comment les gens se sentent au niveau du moral, mais beaucoup la manière dont ils perçoivent les messages, le niveau de confiance qu'ils ont envers le gouvernement, le niveau de confusion ou d'adhésion à des fausses croyances. Tout ça, c'est hyper prédicteur de l'anxiété-dépression. Les téléphones se sont aussi mis à sonner plus que d'habitude dans les 29 centres de prévention du suicide de la province dans la dernière année. Est-ce que vous habitez à Québec? Les appels sont plus longs et les situations plus critiques. Vous êtes au bon. Bien, tu sais, c'est normal aussi de ne pas toujours être à l'aise là, de parler de ce sujet-là. Fait que vous faites bien de nous appeler. Puis... Plus récemment, ce qui a changé un peu aussi, c'est les appels concernant les jeunes, les plus jeunes. Alors, des amis qui sont inquiets, des parents qui sont inquiets, puis des jeunes qui appellent pour eux-mêmes parce qu'ils ont des pensées suicidaires. En 2020, la ligne provinciale de prévention du suicide a reçu quelques 60 000 appels. Pendant la 2e vague, à l'automne 2020, les intervenants répondaient à 20 % plus d'appels selon notre analyse de données. Ça veut dire que les gens qui vivent la détresse, qui ont besoin d'aide, qui pensent au suicide ou qui s'inquiètent pour un proche, bien, ils appellent. Afin de maintenir les services 24 heures sur 24, plusieurs des intervenants du centre ont travaillé toute la période des fêtes en attendant des renforts. On est conscient, je veux dire, que nos intervenants en font tous un peu plus. De là, l'importance, encore une fois, de ramener du renfort pour s'assurer que nos intervenants ne s'épuisent pas ou qu'ils quittent tout simplement parce que la pression est importante. L'impression que vous donnez un petit peu une signification, peut-être, j'ai envie de dire, plus positive, là, ce qui s'est passé là, par rapport à la tentative. Parce que là, ça fait en sorte... Le plus grand défi du centre, recruter et retenir le personnel. Le salaire de base d'un intervenant de première ligne dans un centre de crise ou de prévention du suicide est de 16 à 18 $ de l'heure. C'est environ 8 à 10 $ de moins que le salaire d'un intervenant psychosocial du secteur public à compétences égales. C'est un travail professionnel qui est fait dans les centres de prévention du suicide et pourtant les salaires, je veux dire, sont vraiment différents de ceux du réseau. Alors ça, c'est toujours inexplicable et c'est des revendications, là, je veux dire, qui datent. Alors, dans le contexte COVID, là, je peux pas vous dire que ça, c'est réglé. Je veux dire, non, absolument pas. Au front parfois 7 jours par semaine, les travailleurs de la santé ont été particulièrement éprouvés dans la dernière année. Et quand ils ont appelé à l'aide, ils ont fait face, eux aussi, au manque de soutien et de services disponibles en santé mentale. Bonne fin de soirée. Au revoir.
Après la pause, elles ont été traumatisées par ce qu'elles ont vécu en CHSLD. Tu sais, c'est des images qui vont jamais te sortir de la tête, tu sais. On les a qualifiés de héros. On leur a promis un soutien psychologique à la hauteur de leur dévouement. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que beaucoup de travailleurs de la santé n'ont pas reçu l'aide dont ils avaient besoin pour continuer. Des applaudissements, des percussions, des arcs-en-ciel pour encourager les travailleurs essentiels partout à travers le monde. Une scène quasi quotidienne dans les premières semaines de la pandémie pour ceux qui sont rapidement devenus des symboles d'espoir et de résilience. Vous êtes nos anges gardiens, on compte sur vous, vous faites un travail extraordinaire. Pour plusieurs travailleurs de la santé, être un ange, c'est lourd à porter. On n'est pas des anges descendus du ciel qui peuvent voler, qui peuvent faire des miracles. On ne peut pas faire des miracles. On est des humains, on a besoin de moyens, on a besoin d'outils, on a besoin de soutien. Au printemps, Nathalie Staquet-Doucet a répondu à l'appel d'aide lancé par le premier ministre Legault avec la plateforme « Je contribue ». À ce moment-là, j'ai appliqué à « Je contribue » pour revenir donner un coup de main parce que je voulais pas laisser mes collègues... Je savais que je pouvais aider. J'ai déjà travaillé en CHSLD comme préposée et comme infirmière. On l'envoie dans un CHSLD en pleine éclosion. Elle y travaillera pendant tout le mois d'avril, au plus fort de la tempête. Je savais que ça allait être difficile. Mais malgré mes attentes très basses, si on veut, là, ou très sombres, c'était 1000 fois pire que ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Comme partout ailleurs, l'infirmière et ses collègues cumulent les heures et manquent de tout. Jaquettes, masques, bonbonnes d'oxygène. En quelques semaines, près de 40 des résidents du centre d'hébergement meurent, dont plusieurs sous ses soins. La mort, ça devrait être beau, tu sais, ça devrait être paisible, ça devrait être serein, ça devrait être sans douleur, ça devrait être entouré de gens qu'on aime, tu sais. Puis c'était ça qui était vraiment... tu sais, c'est des images qui vont jamais te sortir de la tête, tu sais, de gens que, tu sais, qui se battent pour respirer, genre. C'était pas comme si juste quelqu'un avait pesé fast-forward sur les CHSLD, puis là, qui ont juste... que tout est comme normal, sauf qu'ils meurent un peu plus vite. Non, 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 non. C'était comme si quelqu'un avait mis une bombe dans les CHSLD. Après un mois d'horreur et d'efforts, elle subit un test de dépistage. Elle apprend qu'elle a contracté la COVID-19 comme plus de 13 000 travailleurs de la santé durant la première vague. Une fois guérie, elle décide finalement de ne pas retourner au centre d'hébergement. Près d'un an plus tard, l'infirmière d'expérience est toujours hantée par ce qu'elle a vécu. Je trouve à pleurer pour quelque chose ou t'as l'impression que tu cherches ton souffle ou, tu sais, comme pour des niaiseries, là. Tu vois quelque chose passer à la TV, puis là, ça te fait penser à quelque chose ou... Tu fais des cauchemars, des choses comme ça. Donc, c'était plus ma famille qui me connaissent très bien. C'est vraiment eux qui m'ont aidé à comme, réaliser que oui, c'était gros puis que c'était normal d'être bouleversée par qu'est-ce que j'avais vécu. Je me sentais vraiment comme... Pour moi, c'était vraiment de la peur, mais que je savais pas vers où la diriger, on dirait. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'imminent qui allait m'arriver, mais que je savais pas d'où ça venait. Infirmière depuis 6 ans, Marie-Ève Lingard-Laure a développé une passion pour les patients en CHSLD. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des bonnes qualités pour travailler, surtout avec les patients qui font de la démence. En fait, l'approche qu'on avait avec les résidents a dû être changée aussi parce qu'on était dans un milieu de vie. Fait qu'on avait l'habitude d'avoir une familiarité avec nos résidents, une chaleur humaine avec nos résidents. Là, soudainement,
fallait se garder à distance, fallait les séparer les uns des autres, ça devenait là contre nature un peu de ce qu'on faisait habituellement. Après 6 semaines dans un centre d'hébergement en éclosion, Marie-Ève se blesse au dos. Son médecin la place en arrêt de travail. Une fois en pause, elle constate que ça ne va pas du tout. En fait, je me suis auto-évaluée. Puis je voyais très bien que mon sommeil était perturbé. J'étais très agitée, Je me sentais aussi au niveau de l'humeur beaucoup plus fluctuante. J'étais très irritable à la maison. J'avais des mauvaises habitudes qui revenaient. Peut-être ma consommation d'alcool qui avait augmenté un petit peu parce que c'était ma manière de me détendre le soir. Mais j'avais aussi c'est ça. Beaucoup d'agitation, beaucoup de sommeil qui était devenu très, très, très fragile. Puis ces attaques de panique-là qui étaient complètement nouvelles là, pour moi. Début novembre, plus le choix. Marie-Ève doit reprendre le travail. Quand on l'affecte dans un nouveau CHSLD, elle sait qu'elle ne va pas mieux. Ça m'arrivait plus le soir, ces moments-là de panique puis tout ça. Puis je me rappelle là, à 3 fois que j'ai appelé mon programme d'aide aux employés et une fois dont j'ai pas été capable de parler à personne après 1 heure d'attente au téléphone. Je marchais, je prenais des marches en même temps que j'attendais la ligne, mais elle me disait, bon, ben, je vais me calmer, puis je vais rentrer chez moi-même. Une autre fois où est-ce que j'ai parlé à quelqu'un, quelqu'un qui m'a pris l'appel, mais qui n'avait pas d'intervenant pour moi, qu'ils ont fait un suivi, mais c'est comme 12 heures plus tard, moi, j'étais au travail, j'ai plus le temps de parler, puis c'était plus le moment. Il y avait aussi, pendant la première vague, il y avait mis en place, je pense, une ligne d'écoute pour les employés là, par rapport à la COVID dans mon organisation. Mais c'est ça, c'était sur les heures ouvrables de bureau, du lundi au vendredi. J'ai fait appel, mais c'était comme... Il n'y avait pas de suivi possible avec cette aide-là de plus. C'était comme une ligne où on pouvait appeler pour ventiler un peu, je pense. C'est comme un peu l'effet d'un plaster sur une hémorragie, là. Rapidement, elle écoule les 5 heures de thérapie offertes par le programme d'aide aux employés du CIUS pour lequel elle travaille. À peine retournée au travail, elle apprend qu'elle a contracté la COVID-19 et qu'elle a contaminé son conjoint et sa belle-fille. Elle passe toute la période des fêtes, malade, isolée dans son sous-sol. Le fait d'avoir retourné, d'avoir contracté la COVID, tout ça, ça m'a encore déstabilisé beaucoup. Ça m'a remis je me sens comme fragilisée un peu plus. Puis là, j'avais plus de ressources. Fait que là, honnêtement, j'ai un peu... en fait, je savais plus où me diriger par rapport à ça. J'ai eu droit à 3 heures de plus de suivi via mon programme d'aide aux employés. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, ultimement, pour moi, ça sera pas suffisant. Clairement, non. C'est une clientèle qui a été particulièrement affectée. OK? Donc, on sait qu'il y a eu une hausse des demandes de consultation. On le savait pertinemment qu'il fallait prendre soin de la santé mentale de ces gens-là. Christine Groux est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Pour elle, il est essentiel d'agir rapidement pour éviter que cette détresse ne se transforme en problème de santé mentale. À partir du moment où tu as une détresse significative, qui dure longtemps, puis qui est assez intense pour t'empêcher de fonctionner, ben c'est là où on se dit, ben il faut aller voir un professionnel qui va être capable de l'examiner, qui va objectiver, puis là, ben peut-être qu'on va réaliser que c'est un trouble mental. Vous pouvez pas nécessairement prédire exactement qu'en 8 rencontres ou en 8 semaines, ça va être fini. Puis non seulement ça, mais je vous dirais que si on se rend compte du besoin de la personne, puis qu'on a commencé à offrir le traitement, et qu'en plus, la personne adhère au traitement, puis qu'on sent que ça va l'aider, puis que le pronostic est bon, ben ça va à l'encontre de l'éthique professionnelle de le cesser. En mai, le gouvernement a débloqué 14 millions pour offrir 3 heures de thérapie supplémentaire au personnel de la santé. Moins d'1 an plus tard, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux reconnaît que la mesure est un échec.
Moi, j'étais le premier surpris du manque d'impact de cet investissement au niveau des programmes d'aide aux employés. Au programme d'aide aux employés, on m'a dit qu'il y avait des problèmes de confidentialité, par exemple, qui ont fait que plusieurs n'ont pas voulu en profiter. On a analysé l'impact et on voit qu'il y a eu seulement 2 % d'augmentation des demandes, malgré tout le stress et tout ce qu'ont vécu notre personnel dans le réseau de la santé. Le ministre admet du même souffle que son équipe ne sait pas combien d'employés du réseau de la santé ont démissionné ou sont partis en arrêt de travail depuis le début de la pandémie. L'information est compilée par chaque centre intégré de santé et n'est pas transmise à son ministère. Selon nos recherches, au moins 6 des 9 CIUS et 6 du Grand Montréal ont vu augmenter les arrêts de travail liés à des raisons psychologiques. Entre avril et décembre 2020, ces arrêts de travail ont bondi en moyenne de 55 % comparé à la même période en 2019. C'est un peu tabou, je pense, d'en parler. Dans un milieu où est-ce qu'on valorise beaucoup le fait d'être des toughs, avec tout le vocable qui a été utilisé beaucoup là, dans les médias. Hein? On est des héros, des anges gardiens. C'est lourd à porter. Tout ça, puis on n'est pas tous équipés également pour porter ça. Comme employé du réseau, moi, j'ai mes responsabilités auprès de mes patients, auprès de mes collègues, auprès de mon employeur. Mais mon employeur a aussi des responsabilités envers nous, de nous garder autant que possible en sécurité, de nous donner les outils qu'on a besoin pour faire notre travail. Après la pause, des psychologues doivent abandonner ceux qu'ils aident pour aller prêter main forte en CHSLD. Abandonner une clientèle sur le plan déontologique, c'est anti-nature pour un professionnel de la santé, quel qu'il soit. On n'a jamais autant parlé de santé mentale que cette année, avec des constats inquiétants sur la désorganisation du réseau de la santé. Alors, c'est quoi le plan de match pour l'avenir? « 31 octobre, un homme armé d'un sabre rôde dans les rues du Vieux-Québec et attaque des passants au hasard. Une nuit d'horreur qui fera 2 morts et 5 blessés. Le geste violent d'une personne en pleine crise de psychose, selon plusieurs experts. 8 mois après le début de la crise, l'enjeu de la santé mentale est soudain projeté à l'avant-scène. 2 jours plus tard, le gouvernement Legault annonce une nouvelle enveloppe de 100 millions dédiée aux services en santé mentale. Il est déjà prévu que j'annonce en ce sens, lors de la prochaine mise à jour économique du 12 novembre, des nouveaux investissements. Les circonstances des derniers jours me poussent à le devancer. Québec promet de réduire les listes d'attente, de recruter des psychologues du secteur privé et d'investir dans la prévention du suicide. Mais nous, on est en train de faire une transformation de la façon dont se donnent les services en santé mentale au Québec avec le Programme québécois pour les troubles mentaux. Et on veut impliquer plus ces organismes communautaires-là, travailler ensemble. Cet investissement ne demeure qu'une goutte d'eau dans un désert de sous-financement qui perdure depuis des années partout au Canada. Comme la plupart des provinces canadiennes, le Québec verse seulement 6 % de son budget annuel en santé aux services en santé mentale. Déjà avant la pandémie, plus de 25 000 Québécois étaient en attente d'une première rencontre avec un psychologue ou un psychiatre. Pour arriver à avoir un psychologue dans le réseau public de la santé, il faut comprendre qu'on n'y arrive pas directement. En plus d'avoir de plus en plus de patients, il y a aussi de moins en moins de psychologues dans le réseau public pour les soutenir. Au début de 2020, seulement 32 % de tous les psychologues travaillaient à temps plein dans le secteur public, incluant les hôpitaux et les écoles. Toujours au début de 2020, le taux horaire d'un psychologue du secteur public pouvait aller de 33 à 49 $ de l'heure, environ 2 fois moins que celui de son collègue au privé. Mais on sait qu'on a perdu beaucoup d'effectifs dans le réseau public et dans le réseau public de l'éducation. Donc, il y a beaucoup moins de psychologues qui en avaient et qui se sont justement retournés vers les cabinets privés.
Moi, je pense qu'il va falloir les réattirer, ces gens-là. Comme plusieurs dans le milieu de la santé mentale, elle avait tiré la sonnette d'alarme sur ce problème au début du premier confinement. Il y a beaucoup de psychologues, il y a des centaines de psychologues qui ont levé la main pour aider puis pour dire, bien, écoutez, on va offrir du soutien. Parmi les solutions proposées au gouvernement, déployer des thérapeutes en CHSLD afin d'offrir un soutien psychologique au personnel, aux résidents et aux familles endeuillées. Bonjour. Québec décide plutôt de réaffecter près de 1000 psychologues du réseau public de la santé et de l'éducation vers des tâches administratives ou de préposés aux bénéficiaires. Je pense que pour plusieurs, ça a été déchirant parce qu'il faut comprendre que quand on interrompt des services avec une clientèle qu'on suit, on est aux premières loges, puis on les connaît, les effets sur la clientèle. On connaît la vulnérabilité de la clientèle. Abandonner une clientèle sur le plan déontologique, c'est anti-nature pour un professionnel de la santé, quel qu'il soit. Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, est conscient des sacrifices demandés à ses thérapeutes. Ça a été un peu une décision rapide, où on a délesté des employés, incluant du réseau de santé mentale, vers nos CHSLD, vers nos hôpitaux. Mais dans les mêmes conditions, je pense qu'on n'avait pas le choix. On avait des vies à sauver. Très important. Mais c'est clair qu'à la deuxième vague, maintenant qu'on savait mieux contre quoi on se battait, on n'a pas pris les mêmes décisions. On a décidé que c'était essentiel. Ni le ministre Carman, ni son ministère n'étaient en mesure de nous dire combien d'employés du secteur public affectés à la santé mentale ont été réaffectés, ce qu'ils ont fait, ni où ils ont été envoyés. Nous avons aussi posé la question aux 22 centres intégrés de santé de la province en janvier dernier. Des 19 centres qui ont répondu, le total s'élève à près de 220 employés. Mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Plusieurs organismes qui les représentent parlent d'un impact massif sur leurs membres, mais étaient eux-mêmes trop délestés pour le documenter. Ces réaffectations étaient assez importantes pour qu'en juillet, les présidents de 8 ordres professionnels supplient Québec de leur fournir un plan de rapatriement au plus vite. Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé et obtenue par enquête, ils dénoncent des interruptions de services qui perdurent, disent recevoir des signaux d'alarme provenant du terrain et parlent de besoins urgents en soins et en réadaptation. Les signataires ajoutent, en priorisant certaines populations plus vulnérables, des besoins criants se sont créés ailleurs. Nous, on commençait depuis mai l'année précédente à centraliser les délais d'attente au niveau du guichet d'accès. Avant, on n'avait même pas cette information-là. Donc, en voyant l'impact de la pandémie sur les délais d'attente, on avait une idée à peu près de comment ça allait au niveau de la santé mentale. Difficile d'évaluer l'impact possible de cette interruption de service sur la santé mentale. On sait toutefois qu'à l'automne 2020, la majorité des 3000 thérapeutes sondés par l'Ordre des psychologues rapportaient des symptômes plus graves chez leurs patients, des demandes plus urgentes et un retour d'anciens clients dont l'état s'était fragilisé. Près de 40 des psychologues interrogés disaient avoir reçu des demandes de travailleurs de la santé depuis mars 2020. J'ai tenté de trouver, en fait, un soutien psychologique au privé, mais après plusieurs appels, je tombais tout le temps sur les mêmes messages qui me disaient que ils prenaient pas de nouveaux patients. Fait que là, j'étais en train de m'épuiser à me chercher de l'aide. Le gouvernement, il faut le ministère, les CIUS, il faut qu'ils réalisent le tsunami de problèmes de santé mentale qui s'en vient. Là, en plus de ça, tu rajoutes le risque de syndrome de stress post-traumatique, de troubles de panique, etc., qui peuvent résulter de la tragédie qu'on a vécue. Je comprends pas qu'il n'y a pas déjà des plans, ou au moins qu'on travaille à planifier, à mettre des ressources en place, parce que... Devant la détresse collective, le gouvernement veut maintenant miser sur une thérapie communautaire, former des citoyens qui pourront intervenir auprès des personnes vulnérables de leur entourage.
J'ai demandé un programme spécifique d'éclaireurs dans le réseau de la santé et qu'on va combiner avec des pairs aidants. Donc, on va former des éclaireurs, on va former des pairs aidants. Puis j'espère que de cette façon-là, on va être capable de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Puis encore une fois, au long terme, on risque de voir après la pandémie du stress post-traumatique ou d'autres types de problèmes de ce genre dans notre réseau. Donc, on veut être prêt. De l'espoir, Nathalie et Marie-Ève en ont trouvé, mais pas dans le réseau de santé public. Nathalie a pu parler à une intervenante psychosociale à quelques reprises parce qu'elle participait à une étude sur l'épuisement professionnel chez les infirmières. Quant à Marie-Ève, elle a décidé de s'impliquer dans son syndicat pour sensibiliser ses collègues à la détresse psychologique dans son milieu de travail. Elle s'est finalement trouvée une psychologue au privé. En terminant, j'ai envie de vous dire un petit mot sur un balado qu'on vient d'ajouter à notre série Histoire d'enquête. Ça s'appelle Retour aux sources et c'est la petite histoire des reportages que j'ai réalisés avec plusieurs collègues de l'émission sur l'industrie de la construction, la collusion, la corruption, le crime organisé. Et bref, ça se veut un hommage aux personnes les plus précieuses pour cette émission, c'est-à-dire nos sources. De l'enveloppe brune à la Cour suprême pour les protéger, je vais vous raconter cette relation très particulière entre les journalistes d'enquête et ceux qui nous mettent sur les bonnes pistes. C'est sur la plateforme audio de Radio-Canada. C'est tout pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête.